Journaliste de formation, il a commencé sa carrière en 1974 comme fonctionnaire à la radio Ouaga. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication obtenu en novembre 1992 à l'Université de Bordeaux. Il a formé plusieurs promotions de journalisme burkinabé à l'INAFEC, à la Flash, au Centre de formation professionnelle de l'information et de journalistes et communicateurs africains au Centre interafricain d'études en radio rurale à Ouagadougou avant de rejoindre les Nations Unies. Il a occupé plusieurs postes de l'administration burkinabé, dont celui du dernier directeur de la radiodiffusion nationale sous la Révolution d'août 83. Il a été directeur de la formation et de la recherche au ministère de l'Information et de la Culture, secrétaire général du même ministère. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Jean-Pierre Ilboudo. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté à notre invitation. Le plaisir est partagé. Avant d'en venir à votre carrière professionnelle, dites-nous qui est docteur Jean-Pierre Ilboudo. Bon, Ilboudo Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est né dans le sud-ouest, à Djébougou précisément, qui a grandi dans le Yoro, Gawa, qui reste gravé à jamais dans ma mémoire. Une enfance très heureuse. J'aime le sport. J'ai été reporter sportif après que la radio-télévision du Burkina m'a envoyé à Montréal pour couvrir les Jeux Olympiques. C'est mon grand reportage, le premier grand reportage en 1976. Et après ça, j'ai continué à faire le sport et j'aime bien le sport. J'aime aussi la lecture et surtout faire la cuisine. Ça, c'est mon dada préféré, c'est créer des plats et j'aime bien ça. Comment était votre carrière à l'école primaire et quels souvenirs est-ce que vous gardez? L'école primaire, c'était Gawa, c'était vraiment fantastique. On avait un jardin et puis on avait aussi un élevage. Donc on faisait des travaux manuels, on avait le jardinage, en même temps qu'on faisait les classes. Et puis chaque année, le 30 juin, il y avait un bœuf qu'on prenait dans notre élevage, qu'on tuait et qu'on faisait griller. Et puis bon, voilà, on disait au revoir pour aller en vacances. C'était vraiment bien. Après Gawa, je suis venu au Iguya, où j'ai fait mon CE2. Mon père étant un homme de troupe, un gendarme. Après, ils nous ont affectés à Ouaga, où j'ai fait un CM2. J'ai fait la même classe que Roch Kaboré, par exemple, CM1, CM2. Il venait de Tougan, moi je venais de Gawa, on s'est rencontrés donc, à l'école Ouaga Centre. Et puis après l'école Ouaga Centre, je suis allé au petit séminaire à Saint-Camille, le juvénat de Saint-Camille, où j'ai commencé donc la deuxième promotion en 69. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, on avait un forage, on avait un groupe électrogène et la salle de classe était utilisée comme réfectoire. Donc les prêtres camiliens venaient de commencer, bon, on fait avec ce qu'on avait. Et donc après la troisième, je suis allé au collège de la Salle en seconde C. Et puis malheureusement, c'est en cette année que j'ai perdu mon père d'un accident de voiture et là j'étais obligé de quitter la seconde C au lieu d'aller en première D. J'étais obligé de faire un concours. Je suis allé à la fonction publique, j'ai regardé, j'ai trouvé un concours direct pour le recrutement de 2 rédacteurs adjoints de l'information au niveau second. Donc j'ai fait mon dossier, j'ai compétit, j'étais premier sur les 2, donc je suis entré à la radio. Mais ce qui m'avait motivé, on avait dit que les 2 qui seront admis seront envoyés en Allemagne à la Deutsche Welle. Donc, ça m'a motivé. Et quand nous sommes arrivés donc, pour prendre fonction, le général Charles Bilaz-Zagré, qui était le ministre de la Communication, de l'Information à l'époque, a dit il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'Allemand qui tienne. On a commencé à travailler. Donc on a fait une formation sur le tas avec M. Jacques Oppenheim, qui était venu donc de la scission de l'ORTF. En 1973, l'ORTF était cassé en TF1, France 2 et France 3. Donc il était venu, il nous a pris. Formation jusqu'à 22 heures. Interview, production, montage. C'est comme ça que je suis entré à Radio Ouaga. D'accord. Et voilà, pendant que j'étais là aussi, je me suis inscrit en cours du soir pour faire mon baccalauréat. Non plus D, mais j'ai fait un baccalauréat A2, philosophie et latin, puisque je venais du séminaire. C'était plus facile pour moi. Et j'ai obtenu mon baccalauréat donc en 1976.
Et après ça, les Allemands sont revenus, ils sont partis donc en Allemagne faire notre spécialisation en radio agricole, radio rurale. Puis voilà, de C, je suis passé à B quand je suis revenu. Voilà un peu le début de la carrière à la radio. Ok. Voilà. Alors, docteur Ilboudo, que représentait la radio pour vous et dans les années 70? On n'était pas nombreux, ça c'est vrai. On faisait tout. Journal parlé. Le flash, dernier flash, 23h55, il y avait un dernier flash avant minuit qu'on fait. L'animation rurale, la radio rurale. Les sorties sur le terrain, la radio rurale. L'animation d'antenne, 5h du matin. Donc, il y a une rotation. On venait, on commençait. Même l'animation d'antenne avec les disques demandés, on faisait tout. C'était compliqué. Il n'y avait pas de repos en tant que tel. Non. Mais c'était la passion. Enfin, franchement, je dis, c'était passionnant. Donc, on ne cherchait rien d'autre qu'on nous paye, qu'on ne nous paye pas. Le plaisir, c'était de service public. Tu vas rendre service en faisant une émission, en faisant un journal, en ayant ce sentiment d'avoir, j'allais dire, aidé les gens à comprendre l'actualité, à les informer et tout. C'était ça qui nous motivait à l'époque. Et quels souvenirs gardez-vous des premières années à la radio? C'était la confraternité. Les plus anciens, vraiment, nous ont épaulés, nous ont soutenus. L'équipe, en tout cas, c'est une équipe très solide. Quand quelqu'un avait un problème, on le remplaçait sans demander quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne remarque plus cela dans la nouvelle génération des journalistes? Bon, je ne sais pas si ça n'existe pas toujours. Est-ce que je ne peux pas m'avancer? Comme je ne suis pas allé rester avec eux longtemps, je suis allé une fois saluer mes jeunes collègues. Bon, si ça a disparu ou si ça s'est atténué, peut-être aussi que c'est les valeurs sociales. Ces jeunes-là ne font partie d'un monde qui, de mon point de vue, a perdu beaucoup de valeurs. Valeurs de solidarité, valeurs de fraternité, c'est en train de se disloquer. On assiste à une déshumanisation de la communication, on ne communique plus. Chacun est sur son téléphone. C'est les artefacts technologiques qui nous permettent de communiquer entre nous, de communiquer avec les autres. C'est vrai qu'on est dans le village global de Marshall McLuhan à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais c'est dommage parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'on a perdu, et surtout des valeurs africaines très fortes qui sont en train de partir avec aussi les plateformes comme TikTok, où vous avez du n'importe quoi, où n'importe qui peut aller raconter ce qu'il veut. Bon, il faut quand même peut-être une gouvernance pour ça, il faut mettre des textes de loi là autour de ça, sinon vraiment c'est une catastrophe. D'accord. Et docteur, vous avez formé également plusieurs générations de journalisme dans plusieurs écoles. Et quel regard portez-vous sur l'évolution de la formation des journalistes aujourd'hui? L'évolution de la formation des journalistes, je pense que depuis que je ne sais même pas si j'ai quitté une seule fois la formation. Parce que quand je suis allé aux Nations Unies, donc en 90, j'ai commencé par le Mali, ensuite 15 ans à Rome. Et quand j'étais à Rome à la FAO, je donnais toujours des cours à l'université grégorienne avec Bob White, qui était le doyen, un prêtre américain. Quand je suis arrivé de 15 ans à Rome, après je suis allé à Yaoundé, et j'ai travaillé avec l'école supérieure de journalisme de Yaoundé, les STIC, avec le professeur Boyomo. On a toujours aussi travaillé ensemble, j'ai donné des cours. Même chose à l'université de Addis Abeba, à Dakar, en Namibie, et finalement à Kinshasa, où j'enseignais à l'université catholique du Congo à Kinshasa, également à l'école régionale post-universitaire de gestion des aires protégées et des forêts tropicales, où j'ai été aussi titulaire de la chaire de communication jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, je suis resté dans le système. Mais en termes de journalisme, ceux du CIERO, avec 15 pays africains, vraiment, on faisait beaucoup de terrain. On faisait ce qu'on appelle l'observation participante, les cours théoriques plus le terrain. Et sur le terrain, on restait dans un village, on demandait des cases, on logeait avec les paysans, on mangeait ce qu'ils nous donnaient. Et ce n'était pas toujours facile parce que certains étudiants n'étaient pas habitués à ça. C'est ça. Surtout ceux qui venaient d'Afrique centrale, les Congolais de Brazza, les Congolais de Kinshasa. Bon, souvent, ce n'était pas évident, mais au moins, je leur ai dit, si vous voulez vraiment travailler pour le monde rural, il faut connaître les conditions de vie du monde rural.
Et donc, on a fait ce qu'on appelle l'observation participante, qui est une méthode d'approche anthropologique donc, pour connaître le milieu. Et au CFPI, qui est devenu maintenant l'ISTIC, c'est ça? Oui, oui. Là également, il y a eu beaucoup de journalistes, de jeunes qui sont passés. Et je pense qu'à l'époque, qu'on le veuille ou pas, on a toujours mis l'accent sur la pratique. Vous voyez, 1 tiers de théorie, 2 tiers de pratique. Bon, maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais je pense qu'il y a peut-être aussi, il faut resserrer un peu, parce que quand je regarde par exemple la radio, la télé, je pense qu'il y a des aspects du journalisme audiovisuel qui ne sont pas assez enseignés. La respiration, l'articulation, la diction. Mais il y en a qui font le journal, ils vont dire, mais c'est interdit, il faut prendre ça en bas. C'est en bas qu'on prend la respiration en radio, en télé, mais pas ici comme si on fait une course de vitesse. Quand on prenait ça dans les poumons, ça ne marche pas. C'est ça. Donc il y a des techniques qu'il faut revenir là-dessus, apprendre aux gens. Bon, mais je ne suis pas dessus. Hein. Je crois que quand je regarde les jeunes collègues là, je crois qu'il y a des grands talents dedans, des très grands talents au niveau de l'animation, des débats, au niveau de la présentation du journal parlé, du journal télévisé. Je pense que ce qu'il faut, c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire également en ce moment avec l'association des retraités de la communication et de l'information. Nous sommes en train de mettre en place une structure qui va donc voir les anciens retraités, chacun dans sa spécialité, et organiser des petits cours de renforcement de capacité, 2-3 jours pour nos jeunes collègues. Ça dépend dans quel domaine. Donc on verra, on fait ce travail en ce moment, on est en train de mettre en place donc, cette structure. Prendre chaque journaliste retraité, tu étais bon dans quoi? C'est l'animation, c'est la présentation du journal parlé, le journal télévisé, la technique, hein, le cadrage, tout, il y a du monde. Hein, et je crois qu'il faut les encourager, il faut les soutenir. D'accord. Et comment vous trouvez le traitement de l'information des années 74 et maintenant? Bon, l'avantage qu'ils ont aujourd'hui, c'est que dans les années 74, c'était la voix de son maître. On avait une seule radio nationale. Et on n'a pas la latitude de faire des petits extraits très courts, 2-3 minutes. Je me rappelle, c'est une anecdote que je vous donne. En 78, il y a eu quoi? Il y a eu un nouveau gouvernement qui s'est placé. Il y a le ministre du Commerce qui avait reçu des Américains. Et donc, j'étais en reportage. Et puis, il y avait notre équipe de la télé. Bon, ils sont tous venus. On a fait le travail. Mais je crois qu'à la télé, à l'époque, avait des difficultés. Les appareils étaient fatigués. Quand ils ont passé sur le journal télévisé, les têtes des gens étaient coupées en deux, ça tremblait beaucoup. Bon, moi, j'avais commis l'erreur. Les 12 minutes du ministre, j'ai coupé et j'ai fait juste 3 minutes. On nous a convoqués, c'est un samedi. Hein. Lundi, on nous a convoqués au ministère. Traité de saboteur. Qui nous a dit de faire ça? Pourquoi les images là tremblent? Et alors, Taoko Augustin, père à son âme, qui était le réalisateur, a dit non. On demande des appareils, ces appareils sont fatigués. Le ministre a dit que c'est des histoires, il faut repasser ça. Et moi, on me dit que mes théories de Bordeaux, j'étais souvent aussi à Bordeaux comme étudiant, j'avais donc une position de stage, ça ne les intéressait pas, il faut passer l'entièreté. Bon, évidemment, à l'époque, on a coupé. Hein. Des bandes. Voilà, il fallait retrouver à remonter tout. Et puis bon, à la télé, le soir, ils ont passé, c'était la même chose. Peut-être j'étais coupé en 2 et 3. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. On a passé, mais 12 minutes, c'est beaucoup. Personne n'écoute 12 minutes, même 5 minutes. Oui. Même 5 minutes. Le cerveau humain ne peut pas. D'accord, docteur, vous avez été le dernier directeur de la radio nationale sous la Révolution d'août 83. Que représentait ce poste dans un contexte aussi particulier? Bon, disons que à l'époque, j'étais directeur des études du CIRO. Oui. Je crois, non. J'étais payé par l'Union des radios et télévisions nationales d'Afrique, l'URTNA, qui est basée à Dakar. Je crois que je gagnais avec 350 000 francs par mois. Et puis bon, quand Thomas Sankara m'a demandé de venir à la radio, je suis tombé à 110 000. Mais ce sacrifice, je l'ai fait parce que, j'avais beaucoup d'admiration pour Thomas Sankara. Mais cette admiration n'est pas liée seulement au fait qu'il était révolutionnaire, c'était lié aussi au fait qu'on a grandi ensemble. C'était mon grand frère, la caserne Nagawa. Donc toute mon enfance, c'était avec lui. Je ne dirais pas qu'on a fait des trucs pas bien, mais en tout cas, on faisait plein de choses. C'est lui qui nous organisait, quoi. Il organisait les jeunes de la caserne. Bon, il était plus âgé que nous de quelques années.
C'est lui qui nous a appris à servir la messe en latin. À l'époque, il n'y avait pas le Concile du Vatican II, on ne faisait pas le tam-tam et les messes en langue nationale, c'est le latin. Donc, il nous a appris tout ça. Donc, c'était ça aussi qui nous liait, cette fraternité de fils de soldats. La caserne, pour nous, c'était un creuset qui nous a permis de sortir comme voltaïque, non pas comme Moussi, Boaba, Dagara ou Peul. Le clairon, c'était un Peul, mais il y avait un brassage à la fois culturel, ethnique, mais également les mains que les gens faisaient, on se les partageait. Alors, ça représente quoi pour moi? Ça représente un engagement par rapport à quelqu'un qui voulait faire un changement radical, qui a essayé, qui n'a pas pu terminer. Et on était en train de faire le changement des programmes. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait des dissensions entre Blaise et Sankara quand j'ai été nommé. C'est après que je me suis aperçu, quand j'étais sur place, que c'était pas clair, qu'il y avait beaucoup d'histoires. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, c'est vrai qu'à la fin, quand il y a eu le coup d'État, on était des pestiférés. On n'était plus on sentait plus bon, on était des sankaristes, semble-t-il. On nous a enlevés, on m'a nommé directeur de l'ISTIC. Mais après, je suis allé au cabinet comme secrétaire général, le dernier poste que j'ai pris en les Nations Unies. Et je pense que, bon, c'est un goût d'inachevé. Voilà ce que je cherche à vous dire. C'est un goût d'inachevé parce que on était en train de reprendre les programmes. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec Benao Batian à l'époque et puis d'autres camarades. Puis bon, ça s'est arrêté là. Et c'est le goût d'inachevé que j'ai. Bon, mais je ne regrette pas. Peut-être que si j'y étais resté, je n'aurais pas eu le reste de ma carrière que j'ai eu. Bon, bref, voilà. Alors, parlant du capitaine Thomas Sankara, est-ce que vous avez une anecdote sur lui à nous raconter? Oui, quelque chose de... Alors, j'étais parti à Gawa 84, semaine de la culture. J'étais avec le juge Alidou Ouedraogo, puis le juge Badini. On a voyagé ensemble jusqu'à Gawa. Dans la grande salle, donc, où on devait lancer la semaine de la culture, Thomas est rentré et il m'a vu, il m'a dit « Ah, viens. » Il m'a amené au milieu des gens, il dit « Mais oui, ce jeune homme, il sort de mes mains, je l'ai façonné. » Alors, j'avais envie que la terre s'ouvre, que je puisse rentrer parce que j'étais tellement gêné. Il a fait donc des éloges et tout ça. Bon, c'était pas facile. Bon, vous savez, c'est lui, hein, il est comme ça. Et c'était vraiment quelque chose de fantastique, mais c'était gênant quand même devant tous les ambassadeurs, les directeurs, les services, tout le monde était là. Et c'est moi, le petit Jean-Pierre, qui était maintenant au milieu. C'était pas facile, mais bon, voilà. Alors, docteur Ilboulo, selon vous, quel rôle joue la communication dans le développement des pays africains? J'aime à dire à mes étudiants que la communication est au développement ce qu'est le carburant à la voiture. Sans carburant, on ne peut pas démarrer. Tous ceux qui font des projets de développement et qui ne mettent pas la communication au départ, ces projets échouent. S'ils sont honnêtes, ils vont vous dire. Ils commencent après à dire « Ah, on a vu la communication, c'est trop tard. » Il faut que dès le départ, dès la conception du projet, il faut introduire la communication. La communication est l'alpha et l'oméga, début à la fin, mais au milieu également pour le suivi et l'évaluation du projet. Parce que la communication au développement, c'est quoi? C'est pour qu'on puisse mobiliser la participation des acteurs. Je les appelle les bénéficiaires, ces acteurs. C'est les communautés. Tant qu'elles n'ont pas approprié le projet ne va pas marcher. Donc, il faut que la communication amène ce dialogue-là, amène ce partenariat, ce respect mutuel entre les techniciens et la communauté rurale pour que vraiment on puisse ensemble aller vers des résultats. Donc la communication pour le développement, c'est quelque chose de très important qui malheureusement n'est pas... Oui, les décideurs diront oui, c'est important. Mais quand vous leur dites qu'il faut 8 à 12% du budget du projet pour la communication, ils sautent au plafond. C'est trop. $1 million. 8% d'$1 million, c'est combien? C'est beaucoup. Oui. Ah oui, mais ils disent 80 000, ils vont dire 80 $. Non, c'est trop. Parce qu'ils ne comprennent pas que la communication de développement, ce n'est pas seulement une banderole, l'agitation, l'interview de chef. Non,
c'est une masse critique de temps, de production de matériel de communication, de vulgarisation, d'animation sur le terrain pendant au moins un an sans arrêt. Sinon, il n'y a pas d'impact. Voyez-vous, il faut des acteurs de communication sans arrêt. Il faut la formation même des acteurs, formation thématique sur la thématique du projet. Et ça coûte. Mais voilà, c'est ça le drame. Jusqu'à quand, quel jour les gens comprendront qu'il faut mettre une bonne partie du budget pour la communication dans un projet de développement? C'est la lutte, c'est la bagarre que nous avons depuis plus de 40 ans et que nous continuons de mener, et que souvent les décideurs, ils sont d'accord sur le principe que c'est bien, mais quand il s'agit maintenant de débourser là, ils trouvent que bon, il faut donner leur un peu, ça va aller. Et quand, regardez aussi, quand un projet a des difficultés, la première des choses là, on va couper, c'est la communication. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ne comprennent pas vraiment le sens de la communication. Et je répète, la communication pour le développement, la communication est au développement, c'est qu'est le carburant de la voiture. D'accord. Docteur Ilboudo, à l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée, quels sont les dangers pour ce métier de communication du journaliste? Bon, aux dernières universités africaines de la communication, j'ai eu le privilège et l'avantage de faire l'exposé introductif. Et donc, la grande question, c'était les influenceurs face aux journalistes, on a eu des problèmes. Je dis non. C'est exactement la même chose qu'on nous a dit dans les années 80 quand les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont commencé donc à émerger. Des gens sont allés sur la prophétie de Marshall McLuhan, qui est un grand théoricien de la communication, qui disait que les médias de la galaxie Gutenberg seront phagocytés par les médias de la galaxie Marconi. La galaxie Marconi, pour lui, c'est radio, télé, presse écrite, tout ce qui est Internet, etc. Mais en fait, on se rend compte que les médias sont complémentaires. Nous sortons dans la rue là maintenant, il y a un accident, je peux prendre mon téléphone, j'appelle la RTV, je dis voilà, en direct, je donne l'accident. Même, c'est-à-dire, je parle le matin, hein. Le soir, vous allez voir les images à la télé. Le lendemain, dans un journal, vous allez voir également un article là-dessus. Donc, les médias, personne n'a mangé l'autre. Les médias sont complémentaires. Et deuxièmement, j'estime également que les médias ont profité de nouvelles technologies pour créer leur page web, pour avoir des pages Facebook. Donc, ça veut dire qu'il y a une harmonie. Donc, je ne pense pas qu'il faut avoir peur des influenceurs. Ils font leur travail, nous faisons notre travail. C'est deux choses différentes. Donc, moi, je pense que cette frayeur qu'on a créée en disant « ouais, ils ne peuvent pas nous remplacer ». Ils ne feront jamais remplacer parce que ce n'est pas la même chose. Nous avons notre code déontologique, nous avons nos règles de travail, nous vérifions les sources avant. Bon, alors que souvent, ces gens-là, c'est parfois la monétisation. Plus ils ont des clients, plus on les paie. Je pense seulement que les médias, les journalistes vont s'adapter à ça et que des influenceurs ne pourront jamais nous remplacer. Et nous ne pourrons pas les remplacer parce que nous ne faisons pas de leur travail et nous faisons notre travail. C'est ça. Alors, docteur Ilboudo, nous tirons vers la fin de cette émission. Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit des jeunes journalistes et communicateurs? Bon, les jeunes journalistes, je leur dirais qu'il faut travailler beaucoup. Abnégation, travail. C'est-à-dire, c'est le travail seul qui les permettra de maîtriser le métier et d'être à l'aise dans le métier. Dans certains métiers, il n'y a pas de paresse. Donc, la lecture aussi, la culture générale, c'est très important. Ils ont la chance d'être à l'ère de l'Internet. Ils ont toute la connaissance avec Google et les moteurs de recherche. Les connaissances sont là. Cherchez, cultivez-vous. Plus vous connaissez, plus on vous respecte. Voilà. Donc, ce que je demande, c'est que la culture générale, là, il faut qu'ils aient ça, parce qu'un journaliste qui n'a pas une culture générale, il n'est pas un bon journaliste. Et deuxièmement, l'abnégation, c'est comme un sacerdoce. Il faut travailler dur, il faut produire, pas trop se plaindre, et puis bon, ça marche. Il faut être humble et surtout modeste. L'humilité et la modestie, c'est deux qualités dans le journalisme. Si vous ne les avez pas, vous êtes fini. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à transmettre à nos téléspectateurs? Ouais, bon, je leur dirais surtout de rester fidèle à la chaîne, parce qu'une chaîne cherche à fidéliser ses téléspectateurs. Ouais.
Restez fidèle à la chaîne, contribuez également, ce qu'on appelle le citizen journalism. Si vous avez des éléments intéressants que vous voulez renvoyer, vous pouvez téléphoner, on vient de les faire. Et ainsi, on aura donc une interactivité forte entre la chaîne et les téléspectateurs. C'est ce que je leur dis, et je leur souhaite aussi une très bonne année, une année de santé, la première des choses pour qu'on puisse faire le travail. Deuxièmement, la paix intérieure en eux-mêmes, hein, et surtout la paix pour notre pays qui est donc victime d'une agression barbare de soi-disant djihadistes, qui sont en fait des bandits. Hein. Puis voilà, et tout ce qu'ils souhaitent, et que Dieu puisse les bénir, les protéger et surtout les garder de tout mal. Amen. Alors, docteur, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. D'accord. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, merci pour votre attention. Restez toujours fidèles et à très bientôt. Fadima Web TV, les racines de l'actualité.